Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du défi climatique et comment proposer des solutions d'investissement pour ses clients alignés sur les accords de Paris. Et je vous rappelle notamment cette trajectoire climat fortement recommandée par le GIEC, donc 2 degrés, voire 1,5. Si vous pouvez faire 1,5 degrés, c'est beaucoup mieux encore. Voilà ce que nous rapporte le GIEC dans ses derniers rapports. Nous en parlons avec Quentin Dumortier, associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors, à mes côtés en plateau. Quentin, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, oui, parce que on entre, j'ai l'impression, dans une nouvelle phase un petit peu de l'investissement responsable, de l'investissement socialement et climatiquement responsable. Il y a eu beaucoup d'intentions, beaucoup d'annonces, beaucoup de marketing. Maintenant, il faut prouver qu'on est un investisseur responsable et efficace et qu'on est capable de proposer des solutions, des produits qui sont alignés donc sur ces fameux accords de Paris, cette trajectoire 1,5 fortement recommandée par le GIEC. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, notamment à travers une stratégie intéressante que vous développez chez Atlas, qui est une stratégie long-short. L'idée, c'est d'avoir un long-short aligné, justement. Mais déjà, comment vous réfléchissez globalement à cette problématique du climat et comment vous réfléchissez justement à construire une solution qui corresponde aux attentes de vos clients qui cherchent à être alignés avec les accords de Paris? C'est un vaste sujet, et c'est un sujet capital. Et effectivement, les enjeux climatiques sont au cœur de notre processus d'investissement chez Atlas. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, le constat est clair. Tout le monde est au courant des trajectoires recommandées. Donc la trajectoire de Paris, le 1,5, le 2 degrés. On sait qu'on doit être net zéro carbone d'ici 2050. Et en revanche, le rapport du GIEC cet été nous montrait que nous n'étions pas du tout encore cette direction. Vous avez mentionné également, ce qui est très important à mon sens, qu'il ne faut pas dissocier le défi climatique du défi social. Au cours des 15-20 dernières années, plus de 50% des émissions proviennent de 10% les plus riches sur la planète. Donc aujourd'hui, on doit diminuer drastiquement les émissions tout en ayant une croissance des niveaux de vie inclusive avec les pays les moins développés. Donc il y a vraiment un enjeu social de taille qui s'accompagne du défi climatique. Donc quand on regarde tout ça, on voit qu'effectivement la responsabilité des citoyens est importante, celle des gouvernements, celle des acteurs économiques, donc bien sûr les entreprises, et aussi les investisseurs. Donc nous, à notre niveau d'investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, 3 choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, investir dans les sociétés qui sont innovantes et qui permettent d'apporter des solutions concrètes à ces défis. Ou les sociétés qui sont un petit peu le fer de lance dans leur secteur pour amener des améliorations tangibles. La deuxième chose, c'est aussi, et je pense que c'est extrêmement important, c'est jouer notre rôle d'investisseur en tant qu'actionnaire engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde où plus de 40% du capital des sociétés sont détenus par des fonds passifs, il faut redonner ces lettres de noblesse à l'actionnaire, à l'investisseur. Et en tant que détenteur du capital des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous avons le devoir d'engager les équipes de direction et de nous assurer que les sociétés vont sur les trajectoires nécessaires. Ouais. Sachant, au passage, il y a quoi ? 10% des entreprises dans le monde, dans le MSCI, qui sont réellement aligné sur ces trajectoires 1,5 degrés. C'est ça, pour donner un peu de... Exactement. Donc il y a moins de 10% des sociétés donc, du MSCI World qui sont en ligne avec cette fameuse trajectoire des accords de Paris, donc la trajectoire à 2 degrés pour 2100. Donc on voit d'emblée qu'il s'agit de réduire drastiquement l'univers d'investissement lorsqu'on veut offrir un portefeuille bas carbone. Et alors il y a un enjeu de taille qui est également en fait un enjeu d'éveil des consciences et pédagogique vis-à-vis des épargnants. Parce que nombreux sont les épargnants qui souhaitent investir donc, dans des portefeuilles décarbonés, mais encore faut-il avoir une offre suffisamment bien déterminée, bien définie, et expliquer ce dont il s'agit. Alors, très concrètement, lorsqu'on parle de défis climatiques, souvent, on a tendance à le réduire à l'énergie ou à la mobilité propre, donc à l'automobile. C'est un sujet beaucoup plus large. Et nous, typiquement, notre approche est d'avoir donc le défi climatique comme sujet global et transversal au sein de nos stratégies. Ouais. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, par exemple, plus de 20% des émissions des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. Donc il y a plus d'émissions qui proviennent de l'agriculture que du transport. Donc il faut bien garder ces idées en tête, notamment même dans des secteurs comme le numérique, qui est également très émetteur d'émissions.
Donc une fois... Vous dites qu'il y a encore des secteurs qui ne sont pas sur le devant de la scène et pour autant qui sont des secteurs entre guillemets à problème ou qui génèrent là aussi du carbone en masse et pour lequel il va falloir... traiter ou apporter quand même des réponses, vous dites. Exactement. C'est vraiment un enjeu transversal. Ah ouais. Par exemple, on pense au thème on pense aux sociétés civiles, donc aux REITs, donc à l'immobilier. Oui, l'immobilier, bien sûr. Donc, plus de 10% des émissions proviennent donc de l'immobilier. 70% des émissions proviennent des environnements urbains. Donc, typiquement, les sociétés immobilières ont un rôle très important, les sociétés cotées. Par exemple, l'année dernière, nous avons engagé avec un géant de l'immobilier allemand qui était très en retard en termes de politique climatique. Et donc, on les a aidés, on n'était pas les seuls, donc à vraiment mettre en place une politique beaucoup plus ambitieuse. Et c'est ce qu'ils ont fait l'été dernier. Ça, l'engagement, ça m'intéresse. On va en dire un mot, mais ça veut dire déjà... Avoir une approche responsable et se limiter à, je sais pas, à un producteur d'hydrogène vert et à un fabricant de voitures électriques... Déjà, ça peut présenter un risque de marché, on pourra en dire un mot, mais surtout, c'est pas du tout suffisant pour cocher la case de la finance responsable efficace qui va permettre justement à des industries et des entreprises de converger vers cette trajectoire 1.5. Absolument. Alors, s'il s'agit de parler d'un point de vue macro, global, d'atteindre ces objectifs, se focuser seulement, se concentrer sur le secteur de l'énergie et les renouvelables n'est pas suffisant. Avec l'effet supplémentaire, effectivement, lorsqu'on crée cette confusion, d'avoir énormément d'afflux de capital vers un nombre limité de sociétés qui créent du coup, qui favorisent l'émergence de bulles spéculatives qui vont avoir donc les effets qu'on connaît. On a vu le secteur des renouvelables donc qui était en feu en 2020, qui s'est redégonflé en 2021. On retrouve aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont intéressants, mais effectivement, on s'aperçoit que oui, on est marqué par la volatilité récente, quoi. Ce secteur. Tout à fait, et d'autant plus que, alors là on parle d'un secteur en particulier, mais cette volatilité on la retrouve dans d'autres pépites qui sont des boîtes donc à forte croissance, qui elles... Nous, on trouve beaucoup de ces sociétés. On a 3 types de sociétés en portefeuille. On a donc des sociétés un petit peu traditionnelles, donc qui sont les leaders dans leur secteur et qui tirent la transition vers le haut. Donc, on pourrait penser par exemple à des sociétés comme Schneider. Il y a aussi des sociétés qui sont plutôt des catalyseurs, donc des plus petites sociétés qui vont permettre aux grands groupes d'atteindre leurs objectifs. Donc là, vous pouvez trouver effectivement des énergies renouvelables ou dans l'automobile, dans la value chain du moteur à hydrogène, vous avez des sociétés. Et la troisième catégorie qui est assez intéressante, c'est les disrupteurs, donc des sociétés qui réinventent des business models qui sont donc sustainability native. Ouais. Et là, vous retrouvez des marketplaces digitales ou des sociétés donc, de substituts aux protéines animales. Donc on voit à quel point en fait le secteur est large. Et donc, ça nous permet, en même temps, en tant qu'investisseur, une fois que cet univers d'investissement est défini, de retrouver aussi des profils de risques et de retours qui sont intéressants. Ouais. La notion d'engagement, là, comment est-ce que vous allez vous confronter justement à la bataille pour le climat, j'entends, mais auprès des entreprises, auprès des managements, c'est une notion qui revient de plus en plus là chez les investisseurs responsables. Et j'aimerais qu'on explique un petit peu effectivement ce qu'il y a derrière cette notion d'engagement. On va aller regarder des entreprises qui ont un potentiel d'amélioration, qui ne sont pas celles qui sont à 1.5 aujourd'hui, mais qui peuvent le devenir avec des actes et un chemin concret. Exactement. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tous les CEO vont avoir des engagements à 2050, des promesses qui n'engagent que les successeurs des successeurs de leurs successeurs. Alors, dans un univers d'investissement où le focus principal est généralement sur les prochains résultats trimestriels, la vision 2050, j'imagine que ça n'empêche pas nécessairement tous les CEO de dormir. En revanche, ils prennent tous ces engagements. Donc, nous, un rôle important, c'est de leur apporter notre conviction intime et des solutions en disant, mais non, en fait, les investisseurs, ils veulent que vous ayez une allocation du capital qui soit en ligne avec la taille de ce défi climatique. Donc on peut le voir très simplement, qui est l'allocation du capital financier,
du capital humain à ces différents sujets. Et donc là, on est aidé, bien sûr, dans ces échanges avec les équipes dirigeantes, donc par des différents panels d'experts qui nous entourent, mais aussi par des organismes à but non lucratif, donc qui font énormément de travail. Donc aujourd'hui, dans le grand débat sur l'ESG, la data ESG en général, la data sur le E, elle est présente. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de données. Oui. Donc vous avez des organisations, des organismes comme le CDP, le Carbon Disclosure Project, ou SBTI, Science Based Target Initiative, qui valident les trajectoires des entreprises. Parce qu'encore une fois, il s'agit de voir quels sont les efforts à 1 an, 2 ans, 5 ans, pas seulement ce qui se passera en 2045 et 2050. On ne peut pas s'attendre à une révolution technologique qui permette de sortir du chapeau un miracle. C'est un pari trop risqué. Exactement. Ah ouais. Le CDP, qui est le même organisme qui nous dit qu'il y a, je sais pas, moins de 1% des fonds en matière de gestion collective qui sont alignés justement sur la trajectoire 1.5 aujourd'hui. Concrètement, comment ça prend forme dans un long short comme celui que vous développez, comme cette stratégie que vous développez, Quentin? Et ben donc, très simplement, si vous voulez, nous, notre portefeuille est constitué autour de 11 objectifs d'investissement responsable qui sont en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et au centre desquels se retrouvent les enjeux climatiques. Donc très simplement sur ces thématiques, nous avons des screens ESG classiques et nous rajoutons un filtre climatique où nous ne sélectionnons que des sociétés qui sont aligné avec les accords de Paris. Ce qui ne veut pas dire que ça enlève l'importance de l'engagement, parce qu'en fait, il y a énormément d'améliorations nécessaires, même sur les sociétés qui font déjà les choses bien, mais c'est une première approche qui nous permet d'avoir déjà un univers qui est trié sur le volet. Ouais. Donc ça, sur les longs, et ensuite sur les shorts, donc nous prenons des positions contre les sociétés qui, elles, ne sont pas engagées de manière authentique dans la transition, des sociétés qui font traîner les choses dans des univers d'exclusion parce que leurs activités ne sont pas alignées avec nos objectifs d'investissement responsable, ou des sociétés qui sont en amont de controverses et qui se disent bon, on verra plus tard, ça va passer. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, je pense qu'en tant qu'investisseur responsable, parfois on explique que shorter est une drôle de démarche. Pour nous, on prend ça comme une démarche de lanceur d'alerte. On met un petit peu la pression aux équipes de direction et les gens prennent note, en fait. Et la patch short, elle est à quoi? Plus de 3 degrés, c'est ça ce qu'il faut comprendre? Alors, nous, dans notre portefeuille, les longs sont à 1,81 degrés, donc de manière équipondérée, et les shorts sont à 3,4 degrés. Ouais. Donc, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire sur de gros compartiments du marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, la data est là, la prise de conscience est lente, mais elle est présente. Et le fait que les investisseurs aient de plus en plus à rapporter sur ces métriques, avec notamment la taxonomie et ce que leur demandent un petit peu les différents labels, ça participe d'une dynamique qui est très saine. Merci beaucoup Quentin, merci d'être venu évoquer pour nous l'alignement de la finance sur les accords de Paris et les trajectoires climat recommandées par le GIEC. Quentin Dumortier, associé fondateur d'Atlas Responsible Investors, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.